Eh bien bonjour à tous, je suis Quentin FRW et bienvenue sur cette émission. Aujourd'hui je vais vous présenter un réalisateur. Ce réalisateur est un réalisateur sud-coréen qui se nomme Bong Joon-ho. Mais avant d'aller plus en avant sur ce que ce réalisateur a fait et ses films, nous allons d'abord aborder cette émission et vous expliquer ce que c'est. Cette émission est un dérivé d'un autre format qui n'est pas encore sorti qui se nomme Agrandissement. Ce format consiste à présenter des réalisateurs ou des artistes. Et cette fois-ci, je vais vous présenter un réalisateur sud-coréen, mais ce n'est pas pour n'importe quelle raison, c'est pour sortir une série sur les réalisateurs sud-coréens, tout simplement. L'idée m'est venue suite à mes vidéos sur The Strangers et Parasite, que je vous invite à voir bien évidemment. Donc pour faire bref, cette vidéo est la première d'une série que je consacrerai aux réalisateurs sud-coréens. Et je commence avec Bong Joon-ho pour deux raisons. La première, c'est que son dernier film vient de sortir, et la seconde, c'est qu'il représente bien l'arrivée du cinéma sud-coréen à l'international. En effet, depuis la sortie de Joint Security Area de Park Chan-wook en 2000, le cinéma sud-coréen a été très vite reconnu à l'international. Mais nous parlons de cela une prochaine fois, car pour l'instant tout ce qui nous intéresse c'est Bong Joon-ho, ses films et les thèmes qu'ils abordent. Donc commençons tout de suite par le présenter. Bong Joon-ho est un réalisateur sud-coréen, né le 14 septembre 1969. Après avoir fait des études en sociologie, il commence à réaliser ses courts-métrages. En tout il en fera 3. N'ayant malheureusement pu voir aucun de ses courts-métrages, je vais uniquement me concentrer sur ses longs-métrages. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus d'être réalisateur, il est scénariste de chacun de ses films, et nous verrons qu'il y a une constante des thèmes abordés dans chacun de ses films. Pour l'heure, commençons avec son premier long-métrage Barking Dogs, sorti en 2000. Cette comédie nous raconte l'histoire de Young-joo, qui se trouve dérangé par des aboiements de chiens au sein de son immeuble. Ce film est probablement son métrage le plus imparfait qu'il ait fait jusqu'à présent. Mais loin d'être mauvais, ce film arrive à marquer avec une mise en scène assez remarquable, bien que inconstante. Elle donne l'impression que le réalisateur essaye toujours de trouver son style, chose peu aisée quand l'on débute. Cette mise en scène donne un aspect téléfilm à certains moments et un autre l'aspect d'un film. Malgré ses imperfections, ce film à l'histoire improbable arrive à marquer. Car oui, ce film a une histoire plus qu'improbable, et en plus de cela nous pouvons observer en sous-texte quelque chose qui le suivra durant toute sa carrière. En effet, le réalisateur se donne ici à une critique de la société sud-coréenne, nous montrant un lieu étouffant aliénant les gens qui y vivent, qui doivent se soumettre à une société où tout doit être en ordre. Chose magnifiquement exposée quand on voit les personnages faire leur jogging comme s'ils étaient alarmés. Ainsi, les personnages présentés sont des produits improbables que cette aliénation a amené. Yoon-joo, ayant perdu sa dignité et par la même occasion une partie de son humanité, dans ce film, chaque personnage est étrange. Comme si les règles imposées au sein de cet immeuble étouffant les changeaient profondément. Entre Hae-young-nam qui rêve de célébrité, le gardien qui cherche à se nourrir d'un mets raffiné, le SDF perdant son humanité dans sa détresse, la femme de Yoon-joo dominant et castrant son mari. Bref, le film nous propose une fioriture de personnages tous plus étranges les uns que les autres. Ce faisant, il nous montre que malgré la volonté d'uniformisation, tout ce qui se crée, ce sont des individus bel et bien différents. Si on surinterprète, on peut prêter au réalisateur que son message ici est en plus de critiquer l'uniformisation voulue par la société sud-coréenne, que tout ce qu'ils feront serait d'aliéner les individus au point de les rendre tous plus étranges les uns que les autres. Et je pense que c'est pour cette raison que les personnages présentés dans ce film sont si extravagants. C'est pour faire ressortir à l'extrême leur tare, créée par une société les aliénant. Et nous allons observer que le réalisateur va critiquer la société d'une manière ou d'une autre. Après son film Barking Dogs un peu passé inaperçu, vient son film qu'il propulse en tant que réalisateur à suivre. Memories of Murder, sorti en 2003. Ce film nous conte une histoire inspirée de faits réels. Dans ce film, nous suivons des policiers qui recherche un tueur en série. Ce long métrage, marquant une ambiguïté morale, est le film qui commence à définir le style du réalisateur. Ce film reprend les codes du polar sud-coréen, en nous présentant des policiers, souvent d'une petite bourgade, qui ne sont pas les plus intelligents qui soient, et c'est souvent l'occasion de critiquer une frange de société sud-coréenne. Et ce film n'échappe pas à cette règle. Ici, les policiers sont violents, et n'hésitent pas à soutirer des aveux de toutes les manières possibles. Et cela ne dérange que peu de policiers, si ce n'est le chef de la police que ça dérange, car cela, ça apporte une mauvaise image de la police. Ainsi le réalisateur nous dévoile l'hypocrisie, et évitera le manichéisme comme dans chacun de ses films. Par exemple dans ce film, nous voyons un nouveau policier arriver, qui est au départ contre cette pratique. Puis les meurtres vont le changer, et n'hésitera pas à essayer de tuer la personne qu'il soupçonne, et ce même si on lui montre qu'il est innocent. Nous observons ainsi à quel point une personne peut changer, quand elle est aveuglée par ses croyances. Mais ce film parle de bien d'autres choses, et il serait injuste à le réduire à ça, car en plus de montrer tout cela, il montre l'humain. Oui, ce film est une œuvre qui nous parlera de la perception que l'humain a du monde, et de comment il lui est montré et comment il l'interprète. L'exemple le plus parlant est la puissance des médias, qui, par leurs paroles, peuvent changer du tout au tout les rapports que la police a avec les citoyens, amenant ainsi la violence. Dans ce film, le réalisateur nous perdra dans nos repères moraux,
et les mettra à mal. Ici, le message simple est de nous montrer que le mal et le bien ne sont que des notions abstraites, et tout ce que l'on peut faire, à l'image des policiers de ce film, est de faire de notre mieux, et que le jugement que l'on peut apporter aux policiers, au départ, se révèle bien vite comme étant un jugement ne connaissant pas les contextes dans lesquels ceci évolue. Ainsi, au fur et à mesure du film, on évolue en même temps que le nouvel arrivant, qui au départ critiquera la manière de faire de ses aînés, mais finira par aller plus loin qu'eux pour arriver à ses fins. Et nous, spectateurs, finissons comme lui au sein de cette horreur vécue par ses personnages. Le tout est aidé par un rythme lent, qui est bousculé par des moments de réelle tension qui font de ce film une œuvre fascinante dont on ne peut décrocher le regard tant les thèmes abordés sont intéressants comme sa mise en scène remarquable. Maintenant que nous avons parlé du film qui a propulsé Bong Joon-ho comme étant un réalisateur à suivre, nous allons maintenant aborder le film qui a fait de lui un réalisateur à succès, le film The Host, sorti en 2006. Ce film nous conte l'histoire d'une famille qui se trouve confrontée à l'enlèvement de l'un des leurs par une créature née de la pollution causée par les humains. Ce film représente ce que sera son style plus tard. Ce film représente une évolution considérable dans son style, tant il est différent sur la forme de ses précédents films. Évidemment, le film a quelques défauts. On retiendra avant tout le design de la créature qui est un peu vieilli. Mais le plus intéressant, c'est peut-être encore une fois la critique que le réalisateur amène. Une critique franche de la pollution amenée par les humains, et plus particulièrement par les Américains, car ce film est inspiré d'un incident qui s'est produit à cause des bases militaires américaines, qui auraient pollué la rivière Han avec du formaldéhyde. Ceux ayant vu le film savent très bien où est-ce que ça va amener. En cela, le film peut être vu comme contestataire vis-à-vis des troupes américaines mobilisées en Corée du Sud. Autre chose intéressante, présent dans beaucoup de ces films, je pense à Memories of Murder, The Host ou encore Okja, le réalisateur mettra en avant à un certain moment le peuple contestataire. Dans Memories of Murder, nous suivrons la révolte sud-coréenne contre le gouvernement en fond. Dans The Host, c'est plus visible et fait partie intégrante de la fin du film. Cette contestation représente la colère du peuple dans son cinéma. Évidemment, le film va aussi parler de l'hypocrisie et du pouvoir des médias encore une fois. Ici, on mentira en nous faisant croire à une maladie alors qu'il n'en est rien. Et encore une fois, nous retournons sur les troupes américaines qui, pour masquer leurs erreurs, feront tout, en dépit des vies menacées. Encore une fois, le réalisateur nous proposera des personnages extravagants, comme dans chacun de ses films. Mother n'y fait pas exception, bien que cette fois-ci, c'est légèrement différent. Le film Mother est un retour aux sources, s'éloignant du grand spectacle proposé par The Host. Ce film, sorti en 2009, est un film bouleversant, nous contant l'histoire d'une mère voulant sortir son fils de prison, probablement le film le plus intimiste qu'il ait fait jusqu'à présent. En effet, encore une fois, le réalisateur va nous parler de famille, mais d'une manière bien différente que dans The Host. Ici, on nous montrera jusqu'où est capable d'aller une mère voulant protéger son fils. Ce film est son long métrage possédant le rythme le plus lent. Évidemment, c'est pour une raison bien précise. Après tout, on est loin d'un grand spectacle, et on nous présente les déboires d'une mère voulant sauver son enfant. Ici, tout le film repose sur la mère. Ainsi, nous verrons une actrice incroyable donnant tout son corps au film. Elle verra l'absurdité qu'il y a autour d'elle, tant les humains sont devenus des bêtes de cirque. L'apothéose de cette constatation survient au moment où elle rejoint l'avocat dans le karaoké. Cette simple scène est un chef-d'œuvre. Tant les plans qui la mettent en scène sont magistraux que l'actrice qui joue à la perfection face à l'absurdité de la scène. Le réalisateur va encore nous montrer les miséreux, classe sociale qu'il aime à nous dépeindre, emplie de personnes médiocres ne possédant rien. Le tout est grossier et absurde. La mer fait partie de ce décor, le monde des riches, lui, est différent, mais probablement pas mieux, empli de corruption et de médiocrité. Ici, le monde entier est médiocre et grossier, tout comme la mer, qui au départ est altruiste, qui deviendra un monstre par amour, prêt à tout pour aller à son objectif. Ainsi, le réalisateur va encore une fois mettre à mal la morale. Puis nous assistons, à la fin du film, à un changement total du prisme que nous possédions. Cette mère, en réalité, faisait juste tout pour se racheter auprès de cette lourde faute qu'elle avait commise. Ainsi dans le film, nous voyons qu'elle fait tout pour se sentir mieux, amenant à cette fin si mélancolique. Tout n'est que mensonge et absurdité. Absurdité belle par moments et irréaliste, si loin du réel, telle la danse effectuée par la mère au début du film. Cette danse n'est au final que annonciatrice de ce qu'il adviendra. Cette danse, loin de tout, loin du réel, annonçant la folie guettant la mer.
Après son film le plus intimiste, le réalisateur part à l'opposé et va en direction de l'international. Oui, maintenant nous allons parler du film qu'il a consacré à l'international. Le film Snowpiercer, sorti en 2013, est sa première collaboration avec Hollywood. Et quelle collaboration! Dans ce film, le réalisateur ne fera que peu de compromis, et ne changera pas son style. Les thèmes sont traités avec la même radicalité, et vont même encore plus loin. Ici, un thème qui était traité en sous-texte jusqu'ici, devient l'intérêt principal du film, la lutte des classes. Dans ce film, qui se passe dans un monde apocalyptique, les derniers survivants se retrouvent dans un train. Les pauvres à l'arrière, les riches à l'avant. Ainsi, nous suivrons l'avancée sociale des prolétaires par une métaphore simple et efficace. Ce film donne une impression de claustrophobie. En effet, toute l'action se déroule dans les wagons. Nos personnages sont entassés dans leur lutte. Et on ne nous montre que peu l'extérieur pour faire fantasmer notre imagination. Ainsi, malgré l'action, le film développe une ambiance assez particulière qui rend le film presque étouffant à certains moments. Le réalisateur fera plus que jamais preuve d'ingéniosité dans la composition de ses plans et nous propose une expérience unique en son genre dans ce film. Le réalisateur a même réussi à rendre Chris Evans intéressant, ce qui n'est pas une mince affaire quand même. Dans ce long métrage, les personnages sont ambigus et vont jusqu'au bout de leur objectif, et ce peu importe les sacrifices. Chose montrée par une action de Chris Evans qui se voit faire un sacrifice des plus durs. Encore une fois, le réalisateur évite le manichéisme alors que le thème s'y prête à la perfection. Ici, la personne qui est leur objectif n'a que pour but de sauver l'humanité et de conserver l'ordre établi. Le réalisateur nous montrera aussi l'origine de la révolte de Chris Evans, qui a dû commettre des actes innommables pour survivre. Son personnage atteindra la fin de ses développements quand pour la première fois, il sacrifiera son corps pour la survie des autres. Chose qu'il n'avait pas su faire auparavant. Ainsi son protagoniste, en plus de personnifier la colère du peuple vis-à-vis de leurs élites, voit enfin sa quête de rédemption se terminer. Mais outre tout cela, le réalisateur va aller encore plus loin que la lutte des classes. À la fin, il proposera une solution. Détruire le système car il est médiocre, pour reconstruire à partir de zéro et remettre l'humain au centre de la société. Fin radicale qui montre un changement qu'il est tout aussi chez le réalisateur. Elle nous propose enfin une solution pour ce thème qui lui est si cher et qui parcourt sa filmographie en sous-texte depuis si longtemps. Pour remettre ce film dans son contexte au sein de sa filmographie, nous pouvons dire qu'il s'agit là d'un film proposant un renouveau chez le réalisateur. Et ce film, bien qu'imparfait, arrive à nous proposer une réelle expérience cinématographique originale qui nous accrochera du début à la fin grâce à des scènes d'action fascinantes et des personnages qui le sont tout autant. Après avoir abordé le premier film qui marque sa première collaboration avec Hollywood, nous parlerons maintenant du second et dernier en date, Okja, sorti en 2017. Film qui marque déjà la volonté du réalisateur de repartir retourner en Corée du Sud. Le film Okja est probablement le film du réalisateur qui se veut le plus international, tant par les thèmes traités que par ses personnages. Mais rassurez-vous, il gardera ses personnages ambigus et ne viendra pas vous parler de bien ou de mal, mais seulement du souhait d'une petite fille, voulant retrouver Okja, qui fait dorénavant partie de sa famille. Comme dit précédemment, dans ce film, la protagoniste veut retrouver Okja, qui a été enlevée dans le but d'une opération commerciale. Ce film nous parlera des dérives que l'industrialisation de l'agriculture a provoquées. Chose montrée simplement à la fin du film, quand Mija marche avec Okja à la sortie de l'usine. Mais ce film critique aussi bien les sauveurs des animaux, en nous montrant certaines de leurs exactions, que leurs opposants, qui sont eux aussi prêts à tout pour être rentables. Concernant les personnages ambigus, je rajouterai que les personnages incarnés par Tilda Swinton incarnent parfaitement cela. La première souhaite juste donner une bonne image de sa compagnie et mettre en confiance les consommateurs et pense sincèrement faire le bien. La seconde souhaite faire de son entreprise une entreprise qui réussit, tout ce qui l'intéresse, ce sont les affaires. Au final, nous retrouverons Mija, qui ne souhaite uniquement retrouver un membre de sa famille, thème qui est encore une fois au centre de l'histoire comme dans nombre des films du réalisateur. Encore une fois, le réalisateur reste radical dans son approche tout en se pliant à l'international. Beaucoup de scènes sont en coréen, et la violence arrive subitement. Le film va avant tout dénoncer la maltraitance animale, et saura nous toucher quand il le faudra. Prenons la scène où Okja se fait violer. Cette scène absolument horrible arrive à nous toucher, mais c'est rester sobre. Elle ne va pas aller faire du tir à l'arme ce que beaucoup de réalisateurs auraient fait pour nous toucher. Non, ici le cadrage a un sens et les mots aussi. Le réalisateur fera passer nombre d'émotions avec le cadrage et sera touché avec de simples mots. Encore une fois, il nous montre la puissance de mise en scène dont il est capable. Il suffit de voir les plans qui montrent Okja enfermée, on voit facilement la folie s'emparer d'elle alors qu'elle est enfermée. J'aime aussi beaucoup la fin où le réalisateur nous montre que les émotions ne servent à rien quand on se confronte au monde des affaires. Mija se voit alors devoir acheter Okja. Okja est peut-être l'un des films les plus imparfaits du réalisateur. Mais ce n'est en aucun cas un échec au sein de sa carrière, bien au contraire. Cette épopée touchante fait partie des plus touchantes qu'il ait pu faire si l'on nommait Mother.
Bref, ce film empli d'émotions saura ravir notre âme d'enfant. Et tout ce qu'on peut faire à la fin du film, c'est attendre impatiemment son prochain film. En parlant du prochain film, le voilà qui sort cette année. Son dernier film en date, Parasite, sorti en 2019. Film marquant le retour du réalisateur dans son pays d'origine, et quel film. Mais avant de rentrer plus en détail, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai déjà consacrée à ce film. Ce film, c'est un peu une réunification de ses thèmes de prédilection, à savoir la famille et la lutte des classes. Et c'est définitivement une réussite. Dans ce film, nous suivrons deux familles, une famille de prolétaires et une famille de bourgeois. Le traitement des deux familles est réellement bon, et c'est probablement l'une des plus grosses réussites de ce film, autant que la première partie du film qui est proche de la perfection. Je trouve le moment où toute la famille arrive petit à petit à s'incruster chez les bourgeois absolument jouissif, et fait de cette première partie un chef-d'œuvre. Mais outre tout cela, le réalisateur maîtrise encore une fois les changements de ton, et passe de la comédie à la tragédie d'une manière presque exemplaire. Le cadrage est maîtrisé et met les deux lieux où se passe l'action en valeur. Chaque plan exploite les lieux à leur perfection, et les met en parallèle à certains moments. J'ai surtout en tête le moment de la pluie, où d'un côté chez les bourgeois ça n'a aucune incidence, alors que chez les prolétaires c'est presque la fin du monde. Leur monde est détruit par cette simple pluie. Et cette mise en parallèle est probablement l'un des meilleurs éléments du film tant c'est bien amené. Le réalisateur nous amène encore une fois une certaine ambiguïté morale quant aux actions des personnages du film. D'un côté, les bourgeois qui sont plutôt sympathiques mais révèlent bien vite leur mépris de classe par une simple affirmation, l'odeur. Et quant aux prolétaires, ils ne font que survivre et veulent vivre. Et sont prêts à tout pour cela. Par ailleurs, ils veulent tellement plaire aux bourgeois qu'ils ne veulent rien partager, ignorant tout de l'aliénation qu'ils ont subie, et ne pensant pas un instant à s'entraider. Non, ils veulent tout pour eux. Et possèdent tous une évolution intéressante, notamment le père des prolétaires, qui au départ est celui défendant les bourgeois, tant ils sont gentils. Sa famille le traite de trouillard et affirme qu'il ne ferait rien contre les bourgeois s'ils étaient menacés. Au final, c'est lui qui, après avoir subi le mépris des classes des bourgeois, va finir par se révolter. Autre qualité du film, son humour. Cet humour me fait penser un peu à celui qu'il avait adopté durant le film Barking Dogs, comme si le réalisateur revenait aux fondamentaux de son cinéma pour célébrer son retour en Corée du Sud. Et malgré toutes ces qualités, le film souffre d'un défaut. Ce défaut n'est valable que si on remet le film au sein du contexte dans la filmographie du réalisateur. Ce défaut est la lutte des classes, car dans ce film, le réalisateur retourne en arrière, comme s'il avait oublié que dans Snowpiercer, il avait trouvé une nouvelle voie pour mettre fin à ce système. Ici, c'est comme si le réalisateur retournait en arrière. Elle ne propose ainsi pas de réelle solution, si ce n'est l'élévation de la classe sociale. Après, ce n'est pas fondamentalement un défaut si on ne met pas son film dans le contexte de la filmographie du réalisateur. Mais personnellement, je trouve dommage ce retour en arrière, car le réalisateur aurait pu aller plus loin, et proposer quelque chose de plus radical encore. Après, peut-être que comme dit précédemment, le réalisateur souhaite faire un nouveau départ suite à sa carrière à l'international. Et dans tous les cas, je reste un peu déçu vis-à-vis du traitement de la lutte des classes. Après, cela n'enlève rien des qualités intrinsèques du film, qui en font définitivement une grande réussite et mérite clairement sa palme d'or. Pour conclure cette vidéo, je dirais cela. Bong Joon-ho est un auteur, son cinéma est un cinéma d'auteur, traitant de thèmes souvent semblables, et c'est pour cela qu'il est très intéressant de mettre les films du réalisateur au sein d'un contexte, car un auteur va traiter le sujet différemment et évolue avec le temps. Aussi, nous avons pu observer que le réalisateur est passionné par la classe prolétaire, et en fait souvent un élément dans ses films, qu'il soit secondaire ou non. Tout ce que je peux dire, c'est que j'attends avec impatience la suite de la carrière de ce réalisateur, qui a su me faire vibrer pendant longtemps. Bref, j'attends avec impatience la suite de ses films, comme vous je suppose, et moi je vous dis au revoir et à une prochaine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et au revoir.